merci d'être venu. On va parler sur cette table ronde de l'évolution du genre populaire. Donc avec Aurine Croiset, qui est romancière illustratrice et illustratrice. Donc en tant que romancière, elle a déjà écrit 7 romans, semble-t-il, en 5 ans, peut-être même plus. Et parmi ceux-ci, il y a la trilogie vampirique des Imparfaits et la série de l'apprentie cartomancienne dont vient de sortir le deuxième, quand tu l'as peut-être avec toi. Ça, c'est le premier tome et le deuxième tome qui vient de sortir à Gulfstream Édition. Dans la collection Echo. Et puis là, dans cette future trilogie, peut-être que tu prépares. Alors, normalement, c'était censé être un tome unique même. Donc dans cette série, on suit les aventures et les enquêtes d'une cartomancienne qui s'appelle Louise dans le Paris napoléonien. Mathilde Payen, Mathilde Payen, toi tu es autrice BD mais aussi de romans, tu as écrit des romans. Alors de ces deux facettes, on peut voir côté littérature, Laure de Scipion qui est un livre énigme. Alors c'est quoi un livre énigme? Alors sur celui-ci j'ai été illustratrice simplement. D'accord. Et c'était un livre avec un trésor à trouver à la fin. Voilà. On me disait quoi crypter, voilà crypter. Alors tu as aussi écrit pour la jeunesse fantomatique Road Trip. On suit deux lycéens en Solex qui vont rencontrer un fantôme et qui vont faire un bout de route ensemble. Côté BD, alors c'est The Chiros. Côté BD, c'est avec La Fête est finie que tu as été un petit peu plus connu aux éditions Sarbacane. Et là, tu narres la découverte par une jeune illustratrice de ce qu'on pourrait appeler l'âge adulte, si on n'a pas trop d'imagination. Et puis plus récemment, en 2024, tu as livré Mortel Mixtape. Alors là, tu as mélangé univers post-apocalyptique, musique, zombies, mutants, il y a un petit peu de tout. Et dans cette BD, ton héroïne Swan, elle ne rêve que d'une chose, c'est de retrouver le groupe qu'elle préfère, qui est en tournée perpétuelle à travers la France. Oui, qui était une référence à Bob Dylan, qui ont tourné perpétuelle jusqu'à la mort. et voilà, les deux personnages essayent de retrouver en but de fin de vie. Et enfin, Alice Paria. Alors toi, d'abord, tu as été poétesse, et avec un recueil de poésie, les Cinéraires, tu as été finaliste du prix de poésie de l'évocation 2017 grâce à ça. Et puis maintenant, tu te mets plutôt au récit, au roman, avec tu as commencé avec Des yeux de loup à l'école des loisirs. Et puis là, plus récemment, puisque c'est cette année, c'est sorti en 2025, c'est Les apprentis de Morceau-Dieu, qui sera une trilogie, Les brûleurs d'or, c'est Frénéo. Et je pense que ceux qui aiment Harry Potter vont aimer les brûleurs d'or. Oui, effectivement, il y a une petite ambiance école de magie. Mais en même temps, c'est mélangé avec des intrigues de cours dans un château. Donc je dirais que c'est un petit peu un mélange entre Harry Potter et la passe-miroir au niveau de l'ambiance. Donc la littérature populaire, alors les genres populaires, c'était d'abord la littérature populaire qui était définie en opposition avec la littérature reconnue. Au départ, on parlait de romans Akatsu, Penny Dreadful en Angleterre. Et c'est sans doute, on peut dire que c'est né après la Révolution française. Et en France, la littérature populaire prend son essor avec tout simplement l'alphabétisation des masses, puisque les gens commençaient à savoir lire en majorité au XIXe siècle. Et ça s'est développé avec les feuilletons. Donc on a des gens un petit peu connus, Balzac, Alexandre Dumas, Eugène Sue qui a fait Les Mystères de Paris. Et pour les détracteurs de cette littérature populaire, c'était stéréotypé, c'était faible littérairement. Et puis le grand public lui a adoré. On avait des aventures incroyables, beaucoup de mystères, de l'exotisme, des personnages auxquels on s'attache, des rebondissements. Et puis, ce genre populaire s'est développé avec le temps jusqu'à aujourd'hui. Il a eu pris plein de formes, plein de branches. Aujourd'hui, on peut parler des romans noirs, de la SF, des mangas. Et c'est ça qu'on va essayer un petit peu d'explorer aujourd'hui. Alors, quand on dit genre populaire, par exemple, Aurélie, à quel type d'imaginaire tu penses ? C'est intéressant comme question.
Parce que, effectivement, pour moi, la littérature populaire, elle peut se définir par plusieurs segments. C'est-à-dire qu'il y avait la littérature populaire qui était la littérature dite de genre, donc on est un peu en plein dedans. Il y avait la littérature populaire qui est liée plus finalement au nombre de ventes. Et donc là, on va retrouver tous les grands noms de la littérature d'aujourd'hui avec des genres plus feel good. Je pense notamment à Virginie Grimaldi ou à Musso qui sont des best-sellers à chaque fois. Et nous, on est aussi, quand je dis nous, c'est la littérature de l'imaginaire notamment, on est aussi considéré comme la littérature populaire. Il y a vraiment une segmentisation en fait, de la littérature populaire avec la littérature de genre. Et donc aujourd'hui, moi, quand on me dit littérature populaire, je ne pense pas forcément à un genre en particulier. C'est vraiment cette pluralité des genres qui résonne, en fait. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, effectivement. Mathilde, même question. Quand tu penses à littérature de genre, ou même à genre populaire, parce que ça ne s'arrête pas les littératures, ça te fait penser à quoi? Oui, je pensais aussi à la paralittérature, aux récits de science-fiction, mais c'est vrai que, par exemple, la bande dessinée, j'aurais du mal à la placer par rapport à ça. Du coup, voilà, je passe la parole. C'est vrai que pour moi, la littérature populaire, c'est plutôt les genres qui fonctionnent le mieux, comme le roman policier ou la romance, par exemple. Mais j'ai l'impression que ces dernières années, il y a aussi eu une entrée de tous les types de récits qu'on voyait plutôt sur les sites avant ou les fanzines, par exemple les fanfictions, ce genre de choses. Et en fait, qu'il y a eu un peu une entrée de ce type de récits dans la littérature publiée, où en fait on retrouve beaucoup la romance qui s'est démocratisée dans les librairies et tout ça. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un type de littérature qui existait déjà depuis de nombreuses années, mais plutôt dans des espaces, dans des fandoms, ce genre de choses. Et que maintenant, c'est plus dans les librairies. Donc, je dirais que c'est plus ça l'évolution pour moi aujourd'hui. Je suis assez d'accord, je rebondis parce que ce que tu dis c'est hyper intéressant dans le sens où quand on reprend l'historique de la littérature populaire, tu parlais du 19e siècle tout à l'heure, on avait cette littérature populaire, c'était tout ce qui n'était pas la littérature dite classique pour nous aujourd'hui en fait. Donc toute la littérature érudite qui s'adressait à la bourgeoisie, à la noblesse. Donc c'était vraiment tout le reste. Et je pense qu'aujourd'hui, si on doit se dire que la littérature populaire existe toujours, faut aussi se poser la question de comment elle existe. Et je trouve ça super pertinent que tu parles d'autres médias parce que quand je vois le phénomène BookTok notamment, où il y a des bouquins qui se révèlent sur TikTok, alors qu'on n'en aurait peut-être jamais entendu parler autrement, ou en tout cas pas de manière aussi énorme, pour moi ça re-questionne la littérature populaire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle est réellement? Pour moi, elle s'est déplacée. Au-delà de la segmentisation des genres dont on parlait, c'est vraiment aussi le média qu'on utilise pour raconter nos histoires, qui participe à la définition de la littérature populaire. C'est vrai qu'une des définitions de la littérature populaire de l'époque, c'était aussi la diffusion de masse. Par exemple, en Angleterre, aux États-Unis, c'était lié au développement du transport qui a fait qu'on pouvait diffuser très rapidement partout de la littérature. Et ça reste vrai, en fait, à ton sens? Ça reste vrai parce que je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais alors moi quand je prends le train, ce qui était le cas tout à l'heure, je prends un livre dans mon sac et je prends mes écouteurs parce que je sais que sur mon téléphone, j'ai une application d'audiobook. Donc en fait, j'écoute des livres aujourd'hui. Donc pour moi, c'est vrai qu'on lit différemment aujourd'hui et donc du coup, on va chercher nos inspirations ailleurs et on profite toujours, comme c'était le cas avant, des transports pour lire, mais pas que. J'ai un peu l'impression que dès qu'on a un petit peu de temps, une pause déjeuner, tout ça, on lit. En fait, du coup, c'est comme avant. Mais là où c'était un prétexte pour moi au 19e siècle, c'est-à-dire que le transport faisait qu'on pouvait lire. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les transports, on ne lit que de la littérature populaire? Après, je pense que c'est aussi une question de public différent, parce que par exemple, le roman feuilleton, c'était plus c'était plus des romans familiaux. Je pense qu'ils se lisaient en famille. Peut-être quand même dans les journaux, tout ce qui est par exemple Alexandre Dumas et tout ça, je pense que c'était quand même des romans d'aventure qui pouvaient être lus en famille.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu disais, sur même les applications, par exemple Wattpad et ce genre de choses, ça s'adresse peut-être plus par exemple à des femmes, à des filles. Donc je pense que ça crée plus un contraste avec par exemple la littérature blanche qui s'adresse à un public plus large. Alors la littérature populaire au départ c'était une littérature qui n'était pas bien vue parce que justement c'était une littérature qui parlait beaucoup de romance, voire d'érotisme, mais aussi d'histoires d'horreur. Et ça plaisait, il y avait même une idée, il parlait de récits, c'était quoi, c'est galvanique, je crois que c'était le terme. Aujourd'hui on dirait des récits d'horreur, c'est pour choquer délibérément le lecteur. Il y avait quelque chose vraiment de cet ordre-là, de voyeurisme. Donc c'était pas forcément familial, au contraire, mais ça restait populaire quand même. Au contraire, d'ailleurs, ça a été très populaire grâce à ça. Du coup, c'était plus tout ce qui était Pulp Fiction et tout ça. Pardon ? J'ai pas entendu. Je disais oui, du coup, c'est plus par rapport à tout ce qui était Pulp Fiction et tout ça. Alors là, je parlais du 19e siècle. Après, ouais. Effectivement, ça a toujours évolué. Aujourd'hui, vous êtes fan, j'imagine, de littérature populaire ou même en termes de médias, de tout ce qui est, on pourrait dire, populaire. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous avez écrit ou dessiné, vous vous êtes posé la question, est-ce que je fais du populaire ou pas, ou la question du genre, est-ce que vous faites un genre ? Mathilde ? Moi, je me suis jamais vraiment posé la question, non. Je suis ultra fan d'horreur. Et pour moi, le fait de faire une bande dessinée de genre, il y avait un côté de redonner un peu, de participer à ce genre du zombie, parce que c'est un truc, c'est des récits, des films que j'adore et que je lis et consomme en boucle. Mais pour moi, il y a d'abord l'idée, l'envie, le message qu'on a envie de faire passer, puis après, pour ma part, il peut prendre autant un roman qu'une bande dessinée, qu'un album jeunesse, donc je me pose jamais vraiment la question. C'est vrai que je me suis quand même posé la question parce que mon premier roman, il était plus contemporain, réaliste. Et là, je suis passée dans le genre de l'imaginaire, donc qui est un genre plus populaire. Et c'est vrai que c'est pas forcément les mêmes publics qui lisent les mêmes romans. Mais comme Mathilde, moi aussi, j'adore l'horreur, la science-fiction, les genres un petit peu plus populaires. Et c'est vrai que je pense que ça permet peut-être plus d'expérimentation au niveau des intrigues et même des personnages, où souvent il y a plus de diversité dans les genres de l'imaginaire. Donc je pense que le fait que ce soit populaire, ça permet peut-être d'expérimenter plus de choses. Et en tant que poétesse, ta position de poétesse, est-ce que tu te poses la question du genre ? Non, pas du tout. Surtout que je n'écris plus du tout de poésie. Mais quand on écrivait ? Non, pas du tout. C'est vrai que c'est une question que je me suis jamais posée. Surtout que la poésie, c'est quand même plus intimiste. Donc j'écrivais plus à partir de mon expérience personnelle. C'était plus autobiographique, on va dire. Donc il n'y avait pas ce côté d'imaginer des mondes ou d'interroger des thèmes. C'était plus un rapport par rapport à moi, quoi. Et Aurélie Croiset ? Moi, je rigole en fait doucement parce que l'apprenti cartomancienne et puis même les sorcières d'Aradon, en fait, c'est du roman historique. Donc, on est sur un polar historique et de la romance historique, mais c'est pas l'historique classique. Et c'est en ça que c'est populaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un livre d'histoire, et c'est ce que je dis souvent aux ados que je rencontre dans les classes où j'interviens, c'est qu'on peut écrire de l'historique, je peux vous donner envie, vous donner des informations sur l'histoire en ayant fait énormément de recherches, et pour autant vous rendre l'aventure un peu magique en fait, puisque là je raconte l'histoire d'une apprentie cartomancienne, donc il y a une dimension un peu ésotérique. C'est des choses qu'on vient pas chercher dans la littérature classique, beaucoup moins. Donc moi je trouve que s'il faut vraiment qu'on genre, oui, je fais exprès d'écrire dans la littérature populaire parce que j'ai envie de rendre accessible aussi des contenus qui le seraient beaucoup moins dans un autre genre. Mais d'ailleurs, l'apprenti cartomancienne, on peut la lire de deux manières. On peut le lire d'une manière un peu fantastique en se disant que Louise elle a des pouvoirs, ou pas forcément. Peut-être qu'elle se fait des idées, qu'elle n'a pas de pouvoir et c'est juste une enquête policière. Alors,
moi je le dis tout de suite, elle n'a pas de pouvoir en fait. Enfin, elle a le pouvoir de lire les cartes. Pour moi, c'est pas un pouvoir particulier, dans le sens où on y croit à la cartomancie ou on n'y croit pas, mais c'est pas quelque chose de fantastique ou de magique. C'est-à-dire que c'est plus pour moi un outil lié à l'intuition. Encore une fois, on y croit, on n'y croit pas, mais je tenais vraiment quand même dans le roman à ce que les lecteurs, surtout les jeunes lecteurs, comprennent que justement tout était question d'interprétation. C'est-à-dire qu'elle va tirer les cartes, Louise, elle va faire une interprétation de ce qu'elle lit pour mener à bien son enquête, et des fois elle va se planter. Elle va se planter, elle va se dire ok, je me suis plantée, ben j'ai pas bien interprété. C'est juste un outil, un canal en fait. Et c'est un peu... J'en parlais avec Jérôme du coup chez Girlstream qui me disait c'était un beau pari de publier ce livre parce que le roman historique c'est pas toujours facile à vendre auprès d'un jeune public en fait. C'est pas ce qui va les attirer de prime abord. Et l'angle de la cartomancie donnait un petit côté ésotérique qui finalement pouvait les appâter un peu plus quoi. Le genre populaire, en fait, comme je disais tout à l'heure, il a un petit peu commencé par des... on parlait du roman historique. Le roman historique était considéré comme de la littérature populaire, tout simplement parce que beaucoup de gens le lisaient, en fait. Et donc ça faisait partie des genres qui étaient vraiment populaires. Alors cette notion de populaire a pu changer en fonction justement de ces genres-là au fur et à mesure de l'histoire. Mais au départ, en fait, les gens ils adoraient l'aventure, les récits de mer, les récits historiques. Et donc ce que je disais tout à l'heure, la tendance frénétique ou galvanique qu'aujourd'hui on appellerait les livres d'horreur. Et il y avait quand même quelque chose qui est marquant, c'est que il y avait un peu le début du fantastique qui est venu finalement assez lentement, mais en fait, rapidement, mais par petites touches. Et puis, surtout, il y avait des failles morales. Et ça a beaucoup plu au public de l'époque. Et à votre avis, pourquoi, justement, ça a plu? Et pourquoi ça pourrait encore plaire, cette transgression? Il n'y avait pas de morale ou il y avait... Alors, il y a beaucoup de failles morales. Alors que dans les littératures classiques, ça se faisait très peu. Il y avait des histoires de meurtre, il y avait des histoires de viol, et c'était très nouveau, en fait. Peut-être l'exutoire en fait tout simplement. Hein. Je pense que le fait de lire des choses qu'on ne ferait pas dans la vie, des fois c'est juste cathartique. Hein. Je ne sais pas s'il faut aller chercher plus loin. Je ne sais pas si vous avez une idée sur la question. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un gros retour au cold case, des émissions de cold case qui cartonnent à la télé. Mais je pense qu'il y a un côté un peu voyeuriste du même effet de quand on est en voiture et qu'on double un accident de voiture et que notre cerveau a ultra envie de regarder. Je pense que c'est juste un truc primaire de voyeuriste malsain. Effectivement, je pense que c'est le côté l'adrénaline, les émotions fortes qui sont procurées par des situations romanesques qu'on n'a pas l'habitude de vivre tous les jours. Effectivement, de suivre des criminels, c'est peut-être plus intéressant que la vie d'un maraîcher qui fait la même chose tous les jours. Et la hiérarchisation entre ce qu'on appelle les genres populaires et ce qui serait reconnu, surtout on voit ça en littérature, la littérature blanche ou le cinéma d'auteur par rapport à un cinéma populaire. Est-ce que vous la ressentez, vous, en tant qu'auteur ou en tant que spectatrice ou lectrice, aujourd'hui encore? Est-ce que vous l'avez déjà ressenti? Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Est-ce que ça a évolué? Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même la bande dessinée qui est peut-être moins qui est souvent placée en dessous de la vraie littérature. Quoi, alors maintenant il y a les romans graphiques et la bande dessinée. C'est ça, mais en plus roman graphique ça veut pas dire grand-chose parce que dans les faits il y a une bibliothèque qui classe les bandes dessinées soit en série, soit en roman graphique, en one-shot en fait. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que je trouve ça horrible ce terme de roman graphique, comme s'il y avait dans la bande dessinée une bande dessinée intello et plus légitime. Mais ça veut dire quoi exactement, roman graphique finalement? Roman graphique, alors pour moi, j'aime bien la définition qui dit que c'est un one-shot, ce qui n'est pas une série quoi. Parce que sinon je vois pas vraiment ce que ça veut vouloir dire d'autre à part
Oui, peut-être un format un peu plus épais, mais là encore, ça ne veut pas dire... Ou alors dire que c'est de la littérature et que c'est pas de la bande dessinée, c'est pas déjà une sorte de hiérarchisation? C'est vrai, moi je trouve ça horrible. J'ai envie qu'on dise, voilà, c'est de la bande dessinée. Et dans la bande dessinée, on va mettre la BD franco-belge, le manga, le comics, tout ce qui mélange de l'image et du texte. Mais voilà. Je passe. C'est vrai que j'ai l'impression que les littératures de l'imaginaire sont souvent... Il y a souvent des amalgames qui sont faits entre la littérature jeunesse et la fantasy, par exemple. Même si, souvent pour des autrices, souvent, même si elles écrivent de la fantasy adulte, on va les classer en jeunesse parce qu'il y a un amalgame qui est fait entre les deux. Et après, on entend souvent aussi le fait que les littératures de l'imaginaire sont moins bien écrites que la littérature blanche, parce que c'est plus centré sur l'intrigue, tout ça, et moins sur le style. Mais je trouve que c'est pas forcément vrai. Enfin, il y a de très belles choses aussi en imaginaire, et faut les chercher, mais ça existe. Il y en a plein qui sont très bien aussi. Et ce que tu viens de dire est important, parce que effectivement aussi cette hiérarchisation entre littérature pour la jeunesse et littérature pour les adultes, même dans le genre de l'imaginaire, ça peut créer cette hiérarchisation. Et est-ce que vous, en tant qu'autrice, parce que vous avez écrit aussi beaucoup pour la jeunesse, finalement, toutes les trois, est-ce que vous l'avez ressenti, finalement, on vous ferait comprendre que vous êtes peut-être moins intéressante ou moins importante que d'autres auteurs? Ça peut arriver, ça? Bon, sans révéler les noms. Non, j'imagine que ça peut arriver. Alors moi, à titre personnel, je me suis jamais retrouvée dans une situation où en salon, on me faisait comprendre que j'avais pas ma place et merci, au revoir. Cela dit, de manière générale, c'est une réalité. Enfin, je sais pas si tout le monde sait, mais en termes de droits d'auteur notamment, quand on parle de littérature jeunesse, on se dit la moyenne c'est 8% de droits d'auteur. Et quand on parle de littérature adulte, c'est 10% la moyenne. Donc, pourquoi? Est-ce qu'il y a 2% d'écart? Est-ce que ça ne veut pas dire quand même, un peu comme le salaire des hommes et des femmes, qu'une femme est moins bien payée parce qu'elle est moins compétente ou qu'elle va forcément s'absenter pour raison de grossesse ou autre? Est-ce que du coup, une personne qui écrit de la littérature jeunesse est forcément moins compétente qu'une personne qui écrit de la littérature adulte? Et après, paradoxalement, la littérature jeunesse se vend beaucoup mieux que la littérature adulte. Donc, c'est peut-être pour ça aussi la différence dans les droits d'auteur. Peut-être qu'ils partent du principe que comme on va vendre davantage, ils réduisent nos droits d'auteur. Alors, dans ce cas, il faudrait que tous les grands auteurs de tous les genres confondus soient moins payés à mesure qu'ils vendent. Et je suis pas sûre que ce soit le cas de Musso, par exemple. Et Mathilde, au niveau de la bande dessinée, les droits d'auteur, ils sont à quel niveau? Ça se situe entre 8 et 10%. Donc, comme dans les littératures, pareil? Ouais. Est-ce qu'on voit une différence entre les romans graphiques et justement le reste? J'en ai aucune idée, honnêtement. Je sais que plus on édite dans une maison d'édition, plus on peut négocier ses droits d'auteur, le pourcentage. Mais j'ai l'impression que de ce que j'entends, on commence à peu près à 8% et après on arrive à 10%. Et là, il n'y a pas de hiérarchisation de genre. J'ai l'impression que la BD, finalement, c'est un genre à part entière. C'est forcément du genre, quelque part? Ouais, en fait, quand j'ai reçu votre mail par rapport au sujet, je me suis posé la question du genre dans la bande dessinée. Là, aujourd'hui, il y a Enfin, pour moi, la bande dessinée, c'est le média, et après, il y a des genres en bande dessinée. Et là, par exemple, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui va être ce qui se fait le plus aujourd'hui, ça va être plutôt la bande dessinée documentaire ou de journalisme, mais on s'éloigne de la fiction. Sur les étals des librairies, j'ai l'impression qu'on va être à moitié-moitié récit de fiction et moitié documentaire, ce qui est très différent d'il y a 10 ans. Ça a vraiment pris vraiment une énorme ampleur. Est-ce que dans l'évolution des genres aussi, ça me permet de rebondir là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas aussi le média qui est important? Ce que je veux dire, c'est que la forme du média ne détermine-t-elle pas le fait que ça soit populaire? Donc par exemple, la BD, c'est forcément populaire parce que c'est de la BD, et pas par le contenu, mais parce que c'est la forme qui le veut. Est-ce que le cinéma n'est pas plus populaire d'une certaine manière que la littérature?
Est-ce que ça joue? Et est-ce que finalement, avec les nouveaux médias qu'on peut avoir, avec Internet, avec des choses qu'on va peut-être voir plus tard, peut-être il y a des œuvres YouTube, j'en sais rien. Est-ce que c'est des choses qui vont nous faire évoluer dans notre perception de ce que c'est qu'un genre? Et recréer des hiérarchisations en disant ça c'est bien, et puis ça c'est plutôt pour les masses ou les jeunes ou les gens qui n'ont pas grandi. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ces dernières années, notamment en fantasy, en littérature jeunesse, il y a eu un vrai travail éditorial des maisons d'édition pour améliorer en fait la fabrication des livres, faire des beaux livres, par exemple le mien qui est en format donc les brûleurs d'or, voilà, semi-relié. Et c'est vrai qu'avant c'est quelque chose qui se faisait beaucoup outre-Atlantique, pardon, j'arrive pas à m'exprimer. Et maintenant ça arrive de plus en plus en France, et je pense que ça contribue aussi à l'essor de cette littérature sur des réseaux comme TikTok par exemple, ou même Instagram, où en fait les livres sont très jolis, et du coup ça fait des belles photos, et je pense qu'il y a un côté où on est content d'avoir de jolis livres dans ses étagères et d'en parler, de les acheter pour les couvertures, et du coup ça attire aussi un nouveau lectorat, alors que c'est vrai que la littérature blanche par exemple est souvent caractérisée par des couvertures très sobres, qui font un petit peu plus sérieux, et du coup qui sont peut-être un petit peu moins attirantes pour des ados par exemple. D'ailleurs, la couverture est extrêmement belle de ton roman. Mathilde, tu as déjà un peu répondu tout à l'heure en même temps. Je sais pas. Est-ce qu'on peut répéter la question? En fait, est-ce que le fait, quand on parle de genre, c'est le fait que ce soit populaire, c'est aussi la forme du média. Le fait qu'une même histoire racontée en BD ou en livre, peut-être que la BD est plus populaire et le livre l'est moins. J'en ai aucune idée. J'ai l'impression que quand on parle de genre, on pose forcément toute cette préoccupation des codes liés au genre. Et c'est, moi, je suis assez fan de récits de genre, parce que justement, quand je vais reprendre le même exemple, mais quand je lance un film de zombies, je sais ce qui va se passer dedans. Et je sais, c'est comme les romans harlequins, on sait qu'il va y avoir un crush sur quelqu'un, mais l'amour va être impossible, et puis finalement si. Et il y a une Bible qui réunit tous ces codes, et j'ai l'impression que ça va être le fait d'avoir une production d'œuvres qui vont renforcer ce genre, qui fait que on sait, on va aller vers, on sait ce qu'on va avoir quand on va acheter ce livre-là, et j'ai l'impression que c'est ce qui crée ce côté un peu réconfortant de quand on va se tourner vers le genre qu'on aime. Mais Aurélie, je ne sais pas si c'est lié. Moi, je suis... quand je discute un peu avec les éditeurs aujourd'hui, ils le disent, ce sont les lecteurs qui font les genres aujourd'hui. C'est pas l'inverse en fait. Et donc je pense que ça répond vraiment à ta question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le peuple, c'est le côté populaire, donc le peuple, qui définit les genres littéraires. Et c'est ce qu'on voit avec l'arrivée du young adulte, du new adulte, de tous ces sous-genres finalement de la littérature, où du coup les maisons d'édition réagissent à ça. C'est-à-dire qu'on va créer des nouvelles collections, je pense notamment par exemple à Rajo, qui est un éditeur historiquement jeunesse, et qui là bascule complètement et fait une collection new adulte qui prend la part sur tout le reste. On sent vraiment l'évolution de ces nouveaux genres. Et je pense que c'est aussi toute la beauté de la littérature populaire, c'est-à-dire qu'on peut se permettre, là où, comme tu le disais tout à l'heure, sur la littérature dite plus classique, peut-être plus élitiste, on a des couvertures qui répondent à l'envie, donc des couvertures assez claires, qui vont peut-être moins se vendre, mais parce qu'ils sont adressés à une catégorie de personnes particulière. Et alors que nous, aujourd'hui, on tend vers même de la littérature multicanale. On va avoir des œuvres qui sont en réalité augmentée. On va scanner un QR code. On va avoir une playlist qui va être fournie avec le livre. Enfin, vraiment, on repense la littérature aujourd'hui, quoi. Donc, pour moi, vraiment, la littérature populaire fait vraiment évoluer le genre.
D'ailleurs, ces divers supports, est-ce que ça vous inspire en tant que tel? Alors pas forcément le genre, mais le support. J'entends justement ce que tu viens de dire, ça répond un peu à la question, mais est-ce que vous écoutez de la musique en écrivant? Est-ce que vous faites des pauses pour regarder des films ou relire d'autres livres? Est-ce que finalement ces nouveaux supports vous apportent quelque chose de nouveau? Ou peut-être pas. C'est vrai que moi j'écoute beaucoup de livres audio en fait. C'est un format que j'aime beaucoup et en faisant le ménage ou en cuisinant par exemple. Et avec des podcasts aussi, il y a énormément de podcasts aujourd'hui sur la littérature, sur l'écriture. Et c'est très intéressant. Donc c'est vrai que ça me nourrit beaucoup créativement de pouvoir en fait mêler la lecture dans différents moments et pas seulement quand je suis dans mon canapé avec un livre. Donc voilà. Oui, pardon. Non, moi j'allais dire que je puise pas mal dans le jeu vidéo indépendant qui est vraiment dingue. Avec par exemple des jeux comme Telling Lies où ça va être des prises de vue réelles et c'est des petits fragments de films qui vont se lancer et du coup on a un scénario qui est repensé, complètement éclaté et reconstruit et il y a plein de trucs à piocher là-dedans que je trouve assez ouf. Donc là c'est dans la mise en scène, dans les choses qui se passent. Ouais, dans le scénario même, juste comment est-ce qu'on pense le scénario et comment est-ce qu'on va aller piocher dans ces histoires de façon non linéaire par rapport à une bande dessinée ou un roman. Ouais. Donc les genres populaires ont quand même évolué en 2 siècles. Donc on avait à un moment donné la littérature qui va parler aux gens des secrets de famille, et puis on a commencé à parler d'horreur, et puis à un moment donné ça s'est centré sur les victimes plutôt à la fin du XIXe siècle. Je pense à Oliver Twist par exemple, ou les Misérables. Et en fait, à chaque fois, ça a évolué et de nouveaux genres sont apparus. La SF est apparue, le roman policier tel qu'on le connaît maintenant est apparu quand même beaucoup plus tard. Mais finalement, ces genres, ils sont évolués parce qu'ils étaient liés à une époque. Et en quoi l'époque influe ce genre, à votre avis, autrefois et encore aujourd'hui? Je pense qu'on a un peu globalement répondu à cette question. Je pense que l'ère du numérique, les multiplateformes, tout ça, tout ce qui nous entoure, ça influence forcément. On diffuse beaucoup plus vite les informations, donc on a accès à tout de suite. On a besoin de quelque chose d'immédiat. Ça va forcément influencer derrière le genre de littérature que les gens attendent. Donc je pense que la littérature va forcément toujours évoluer avec son temps. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de préoccupations autour de l'écologie et c'est des thématiques qu'on retrouve beaucoup dans les romans aujourd'hui. Ouais. Je sais pas si... Oui, c'est vrai. Même il y a un petit peu un retour de la dystopie là ces dernières années, et je pense que c'est lié au climat actuel de la société, avec tout ce qui est les guerres. Le climat, effectivement, l'écologie, et je pense que les gens sont inquiets et que ça se reflète dans la littérature qui est produite, et c'est aussi ce qu'on a envie de lire, quels sont les futurs possibles, et je pense que du coup beaucoup d'auteurs ont envie d'explorer ces sujets-là et beaucoup de lecteurs ont envie de s'aventurer là-dedans aussi. Les genres populaires, la littérature populaire au XIXe siècle a beaucoup subi la censure, alors pour des raisons morales, mais pour des raisons aussi politiques, ce qui n'était pas forcément le cas de la littérature reconnue. Aujourd'hui, est-ce que les genres populaires ont encore cette fonction de remettre en cause l'ordre établi? Et est-ce que vous avez déjà croisé des cas où, pas de censure, mais des résistances par rapport à ce que vous pouvez écrire Je pense que c'est peut-être un petit peu moins le cas en France, mais après quand on regarde par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup de livres qui se sont fait bannir, par exemple tous les livres LGBT qui sont soumis à la censure. Et je pense qu'il faut quand même faire attention parce qu'on n'est pas à l'abri que ça ne nous arrive pas non plus. Donc effectivement, je pense que dans les littératures, notamment de l'imaginaire, c'est important de défendre aussi des idées à travers ce qu'on écrit et de faire attention à ce que ça continue de trouver son public et que ce soit accessible en librairie en fait, parce que ça peut arriver très vite que ces livres ne sont plus disponibles, et même si on peut les vendre par exemple sur Amazon ou ce genre de choses, s'ils sont plus en bibliothèque ou en librairie, forcément il y aura beaucoup moins de gens qui pourront les trouver.
Mathilde? Moi, j'ai pas l'impression de subir une censure quelconque, mais je me dis que ça peut être aussi au niveau de tous les livres qui sont pas édités, justement, parce que moi, j'ai pas vécu de... Voilà, aucun éditeur m'a dit ah ça bof, voilà, plutôt une grosse liberté. Mais après, oui, peut-être que c'est au niveau des livres qui sont envoyés et pas reçus, je pense. Je sais pas. Oui, bah moi j'ai pas non plus subi vraiment de censure. Disons que j'ai eu des discussions avec mon éditrice quand on a fait l'apprentie cartomancienne, parce que elle me rappelait que quand même on l'avait intégré dans la collection Éco, que la collection Éco s'adresse à un public de 13 ans, donc il fallait faire attention à certaines formulations ou voilà, certaines... on va plutôt dire ça, on va plutôt dire que ça se jouait sur des formulations, donc pas vraiment de la censure en soi, mais plutôt de la reformulation. Alors c'est peut-être aussi lié à l'éditorial, c'est pas forcément des fois facile de faire la différence, mais est-ce que vous, quand vous écrivez, vous faites attention par vous-même? Est-ce que vous restreignez d'aborder certains sujets ou justement d'aborder certaines formes? Non. Non, je pense que c'est important en fait. C'est un autre sujet, mais pour moi, la littérature est politique. Donc qu'on s'en serve pour porter nos valeurs, ça me semble important. C'est ce que tu disais. Je pense que il y a suffisamment en France de maisons d'édition pour qu'on trouve des éditeurs qui sont alignés à nos valeurs et qui vont nous suivre en fait. Donc profitons de cette chance, quoi. Justement, Alice, tu parlais de censure aux États-Unis, mais est-ce que cette censure elle touche particulièrement les littératures de l'imaginaire? Alors pas particulièrement la littérature de l'imaginaire, mais aussi en partie, et c'est vrai qu'en plus ils sont très climato-sceptiques en ce moment, donc je pense que ça va aussi influer sur l'essor en fait, de cette littérature-là, et les éditeurs ils sont aussi soumis à des enjeux capitalistes, donc si jamais leurs livres ne peuvent pas se vendre, ils vont peut-être plus difficilement aussi accepter ce genre de manuscrit. Donc effectivement, je pense que ça peut jouer. Mais est-ce qu'à l'inverse, les littératures de genre ou le genre de manière générale populaire, ça permet pas aussi de tester certaines formes, certaines expressions qui justement nous permettent un champ de liberté plus grand qu'une littérature qu'on pourrait dire classique ou un cinéma classique, etc. Après, ce qui est particulier aussi, c'est de se rendre compte que souvent, c'est quand des œuvres de l'imaginaire atteignent un public large, qu'elles sont reclassées en littérature générale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de classiques de la science-fiction ou même de la fantasy sont vendus en librairie au rayon en fait, littérature blanche, parce qu'en fait, elles ont acquis un statut culte qui les a un petit peu sorties de leur genre. Donc je pense qu'effectivement, pour commencer à explorer différentes choses, la littérature de l'imaginaire, ça peut être une bonne porte d'entrée. Mais je dis porte d'entrée, c'est pas du tout péjoratif, parce que j'adore la littérature de l'imaginaire. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté élitiste où du coup ça peut être moins bien perçu. Alors c'est amusant parce que ça me fait penser, si je dis Balzac, on pense littérature installée. À l'époque, c'était de la littérature populaire, la comédie humaine, Peau de chagrin. Et j'ai pas retrouvé ma feuille parce que je l'ai perdue. Mais Flaubert avait dit une horreur sur Balzac. Il avait dit c'est un homme extraordinaire si seulement il avait su écrire. Avec le temps, les lignes changent. Est-ce que les gens qui étaient populaires autrefois ne sont pas installés aujourd'hui ? Inversement, on ne lit pas forcément les gens de l'époque qui étaient très connus dans les littératures reconnues, et aujourd'hui on ne les connaît plus. Ces lignes, elles sont floues. Est-ce que vous pensez par exemple que demain, Harry Potter sera un grand classique? Est-ce que potentiellement ça pourrait être un grand classique? Harry Potter serait un grand classique dans 50 ans, et ça serait de la littérature installée, reconnue, étudiée. Pour moi, c'est déjà le cas en fait. C'est-à-dire que... c'était le cas de Monte Cristo aussi, c'est un très bon exemple. Quand on voit combien de fois il a été interprété au cinéma, qu'on parle avec celle avec Pierre Ninet plus récemment, qui a été encensée, mais en fait, à la base, Monte Cristo, c'est un feuilleton aussi, c'est de la littérature populaire, c'est pas forcément hyper bien écrit. Voilà. Et aujourd'hui, ça bascule. Je pense que de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la littérature populaire, ou même la littérature globalement, évolue avec son temps. Donc à un moment donné, si on parle en termes de vente,
si la littérature populaire, on la définit par le nombre de ventes, là, nécessairement ceux qui ont beaucoup vendu vont se retrouver en littérature classique. Il va y avoir une bascule des genres, c'est ce que tu dis très bien en fait. Donc, Oui, effectivement, je pense que le débat autour des œuvres comme Harry Potter, en fait, quand on voit déjà qu'il y a des magasins entiers qui sont dédiés uniquement à l'univers, toute la franchise des films, etc., je pense qu'on peut déjà dire que historiquement, ça a marqué. Et puis surtout, c'est aussi ce qui a construit le Young Adult. Alors après, c'était vraiment le début, donc il y a plein d'autres livres qui sont sortis depuis, qui peuvent peut-être proposer des choses plus intéressantes. Mais je pense que juste parce que ça a apporté à la littérature jeunesse, on peut le considérer comme un classique. Le genre populaire, est-ce qu'il est novateur ou est-ce qu'il peut être prisonnier de ses propres stéréotypes? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, le côté un peu confortable avec on sait ce qu'on va lire. Et est-ce que c'est un piège ou est-ce qu'on arrive encore à être novateur? Est-ce qu'il y a un tiraillement? Ah non, moi je trouve que ça peut toujours être ultra novateur. Il n'y a qu'à regarder tous les films de d'A24 qui sortent en ce moment, avec par exemple The Lighthouse, et c'est trop bien. Et au contraire, je trouve que ça peut être des contraintes hyper libératrices, et je trouve ça trop bien quand on s'est tapé 10 films pas très novateurs et on tombe sur la pépite. Je trouve que ça décuple le plaisir d'avoir cherché le bon film ou le bon roman. Voilà. Novateur ou prisonnier de ses stéréotypes? C'est un vaste sujet en vrai, parce que je vois aujourd'hui les maisons d'édition, il y en a quand même beaucoup qui prennent pas de risques, qui savent ce qui marche et qui vont le chercher tant que ça marche en fait. Donc des fois on arrive avec un concept un peu en marge, un concept qui aurait besoin d'être travaillé certainement, d'être accompagné, mais aujourd'hui on prend plus forcément de risques. Donc en tant qu'autrice, moi des fois je me pose la question, je me dis est-ce qu'il faut vraiment que j'aille dans cette direction? Est-ce qu'il faut que je porte cette idée-là qui me fait bien envie? Est-ce que quelqu'un derrière va m'aider à le pousser en fait? Et malheureusement, heureusement, je ne sais pas trop, mais on est tellement d'auteurs aujourd'hui, et il y a tellement peu de place dans l'édition traditionnelle que parfois je me pose vraiment la question de comment est-ce qu'on doit aborder nos futurs projets. Donc j'ai pas la réponse à ta question pour l'instant. C'est vrai qu'en plus, il y a un phénomène qui se fait de plus en plus, c'est que les maisons d'édition attendent que des livres cartonnent en auto-édition et après ils les rachètent derrière, parce que c'est justement des œuvres qui sont peut-être un petit peu, qui expérimentent un petit peu plus, qui sortent un petit peu des cadres qui ne sont pas forcément de la romantasy ou ce genre de choses. Mais quand ils voient qu'il y a un public derrière qui est prêt, du coup ils contactent l'auteur ou l'autrice pour proposer en fait un contrat d'édition classique. Donc c'est qu'ils comme dit Aurélie, en fait, ils prennent plus trop de risques, mais ils vont chercher après là où ils ont repéré qu'il y avait un public. D'ailleurs, cette évolution des genres populaires, vous la ressentez déjà? Est-ce que vous voyez des pistes pour l'avenir en termes d'évolution et de choses un peu nouvelles? Parce qu'on pourrait avoir cette impression-là qu'on a déjà tout fait. Or, c'est pas vrai, ça évolue tout le temps. Vers quoi on est en train d'aller, en fait, de votre point de vue? Je pense qu'on est toujours un petit peu en retard sur ce qui se fait dans d'autres pays. Et notamment, aux États-Unis ou même en Angleterre, il y a l'horreur qui devient de plus en plus populaire. Et nous, ça commence tout doucement en France, mais c'est vrai que pour l'instant, il y a très peu de collections en fait, qui publient de l'horreur. Mais là, ça commence à arriver un petit peu dans quelques maisons. Et je pense que ça va peut-être être le nouveau genre à la mode dans les années à venir. Alors un nouveau genre qui reviendrait dans ces cas-là. Voilà. Oui, mais c'est vrai qu'en fait, on connaît surtout par exemple Stephen King, etc. Mais il y a très peu d'auteurs francophones installés dans l'horreur. Peut-être un petit peu plus en bande dessinée. Il n'y a pas de collection, je crois qu'il n'y a pas de collection attitrée à l'horreur par exemple. Ça va être mélangé à d'autres collections, mais il n'y a pas... Il y a des choses qui se font, mais c'est vrai que c'est pas comme à l'époque du comics d'horreur. On n'a pas
une maison d'édition qui est spécialisée dans l'horreur ou une collection en tout cas. Ben, moi, je serais assez tentée, hein, je ne sais pas trop si ça va percer ou pas, mais j'aimerais beaucoup qu'on développe ces œuvres multicanales, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit avec le numérique, avec l'arrivée de l'IA. En plus, en tant qu'auteur, on se pose beaucoup de questions sur notre légitimité, notre place, comment ça va évoluer. Est-ce qu'on ne va pas se faire remplacer par les machines et tout ça? Et je me dis, prendre le contre-pied de ça, en allant encore plus loin dans nos histoires, en les imaginant en 3 dimensions en fait. Alors je travaille dans la communication à côté et c'est quelque chose qu'on nous a toujours dit, c'est réfléchissez à 360 degrés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste réfléchir à la petite affiche que vous allez faire, c'est pourquoi vous faites cette affiche-là, qu'est-ce que vous avez à dire et du coup comment vous pouvez le dire sur d'autres canaux pour que ça forme un tout cohérent. Et j'adorerais qu'on puisse aller là-dedans en fait, qu'on se serve vraiment du numérique pour augmenter le plaisir de lecture. Et tu as déjà testé? J'ai pas encore testé plus loin que la playlist. Hein. Mais je suis ouverte à toute proposition, voilà. Est-ce que ça existe déjà? Je crois que oui. Ouais. Il y avait, même au début de l'Internet, il y avait des liens hypertextes qui permettent de faire d'autres types de littérature. Il y a forcément des explorations qui sont faites. Oui, il y a déjà des choses qui existent, mais en fait, c'est pas, pour le coup, c'est pas populaire. Et c'est en ça que j'aimerais que ça se développe davantage. C'est ni populaire, ni reconnu en même temps. Aujourd'hui, on parle de genre. Alors, les genres, c'est des définitions des fois assez précises. Et puis on se rend compte peut-être que c'est de moins en moins vrai. Est-ce que vous jouez avec les genres en vous disant bah tiens, et on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, là je fais quelque chose mais je vais peut-être sauter sur un autre genre, j'ai passé de l'horreur à la science-fiction à autre chose. Par exemple, Mathilde, tu disais que finalement toi tu te places pas forcément dans un genre. C'est vrai que là pour la BD de zombie, tu peux montrer ton livre. Ouais, on était dans le genre du zombie, mais là pour les prochains projets, j'aimerais plutôt parler d'utopie. Du coup, ce sera pas du tout connecté à ce que j'ai fait. On va dire que dans les thématiques soulevées, on retrouve un fil rouge entre les différents livres que j'ai eu la chance de pouvoir faire jusqu'à aujourd'hui, mais pas dans la forme. C'est plus sur les sujets abordés. C'est vrai que moi, en tant que lectrice, j'aime beaucoup les œuvres hybrides qui mélangent un petit peu les genres. Mais en tant qu'autrice, je suis un petit peu frileuse de faire ce genre de livre parce que c'est plus difficile à caser en maison d'édition. Parce que souvent, les éditeurs vont demander justement un livre qu'ils peuvent marketer en fait, facilement en fantasy ou en thriller, par exemple. Et si on fait du thriller fantastique, ils vont pas savoir comment le vendre. Et du coup, ça peut être plus difficile en fait, de ce point de vue-là. Donc, autant c'est des offres qui sont très riches, autant ça peut être un petit peu plus difficile de savoir comment se positionner sur le marché de l'édition. Non, moi j'aime bien basculer d'un genre à l'autre. C'est pour ça que j'aime pas trop les séries très longues parce que j'ai tendance à m'ennuyer en restant toujours dans le même univers. Et j'aime bien me challenger en fait. Moi, mon but dans ma carrière d'autrice, c'est vraiment d'évoluer à chaque roman et d'aller vers quelque chose qui me sort clairement de ma zone de confort. Et justement, alors on comprend qu'il y a aussi des contraintes vis-à-vis des éditeurs, mais est-ce que vous avez d'autres espaces de jeu où vous pouvez avoir de la créativité, vous êtes complètement libre et d'explorer du transgenre, des nouveaux genres, des nouvelles formes? Est-ce que par exemple tu écris pour toi ou tu mets sur des réseaux sociaux des textes que tu ne pourrais pas placer chez un éditeur aujourd'hui? Non, pas du tout. Alors moi, clairement, je fais un petit peu la différence entre les offres que j'écris pour moi et celles que j'espère publier. Parce qu'effectivement, il y en a qui sont plus difficiles à caser, que ce soit au niveau de la structure ou même des genres pas populaires. Par exemple, là, j'écris une histoire avec des super pouvoirs et des gangs. Je sais que c'est pas forcément ce qui est très recherché en ce moment, donc je l'écris plus pour moi. Et c'est vrai que je fais un petit peu la différence. Et après, j'en parlais tout à l'heure, mais j'aime beaucoup tout ce qui est fanfiction et tout ça, parce que je pense que ça peut permettre d'affiner sa plume et de travailler ses personnages
sans forcément que ce soit une œuvre originale. Donc je pense que ça peut être un terrain d'expérimentation intéressant quand on commence à écrire et même après. Très bien, merci. On arrive au bout de la table ronde. On va peut-être laisser la place au public pour des questions, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question? Tu veux un micro? C'est plus compliqué parce qu'il dit qu'il ne fait pas de la SF. Ah Hervé oui, Le Tellier. C'est un débat. Hein, mais oui, mais après, c'est vrai que son point de vue est important quand même. Moi, je me suis jamais posé la question de est-ce que je fais partie de la littérature populaire ou pas. Hein. Après, quand je vois Pierre Lemaître qui reçoit un prix, qui bascule et qui dit « je suis enfin reconnu par mes pairs », j'ai écrit ce livre dans l'espoir d'être reconnu par mes pairs, moi, ça me fait crisser des dents, hein, sincèrement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore complètement basculé. Il y a pour moi encore un mépris des classes. C'est-à-dire qu'un auteur comme ça qui est reconnu dans la littérature populaire et qui dit pour être reconnu par mes pairs, je dois écrire de la littérature blanche, de la littérature classique, de la littérature, ça se place là hein, comme argument. Enfin... Je suis assez d'accord et puis surtout qu'on voit beaucoup justement les livres qui sont primés et qui sont de la science-fiction souvent, qui sont... ceux qui reçoivent des prix, justement, c'est ceux qui se présentent comme de la littérature blanche. Et des fois, en fait, ils ne réinventent rien du tout et ils écrivent le même scénario que d'autres livres qui existent en littérature populaire depuis des années, mais ils reçoivent des prix parce que ce sont des auteurs qui sont reconnus dans les sphères plus élitistes de littérature blanche. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, je pense, qu'il faille sortir de son genre comme ça pour être reconnu. Donc, ouais. Après, je pense par exemple une autrice, Emily St. John Mandel, qui a écrit pas mal de livres, qui a été reconnue, notamment avec Station Eleven et La mer de la tranquillité plus récemment. Et elle, ses livres en fait sont vendus en littérature générale, alors qu'en fait c'est de la science-fiction et c'est des romans policiers. Mais c'est quand même dans la collection SF. Oui, mais dans les librairies. Oui, ouais. Pas forcément. Alors en France, après je sais pas exactement en France, mais par exemple, ouais, ok. Moi je sais que là où je travaillais, on la vendait en littérature générale et pas dans les rayons SF. D'autres questions? Ouais, Jérémy? Oui, c'est très intéressant et c'est ce qu'on disait au début, en fait, de se poser la question de qu'est-ce que la littérature populaire. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment plusieurs définitions et après, l'angle du débat va se situer en fonction de la définition qu'on a de prime abord. Donc.
Enfin, je trouve ça très pertinent, notamment la réflexion sur la dark romance. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension de masse dans la littérature populaire normalement, mais cette masse-là, on la retrouve peut-être moins en littérature, mais plus au cinéma. Au cinéma, il y a beaucoup de films de science-fiction, pour beaucoup de gens qui vont les regarder, et ces gens-là ne lisent pas de la science-fiction forcément. Peut-être que le glissement s'est fait à cet endroit-là aujourd'hui. Une autre question? Non? Eh bien, dans ces cas, je vous remercie beaucoup. Merci à vous trois. Et puis, bon appétit. Merci.